Ouais, salut BG Galbé, petite vidéo d'introduction pour ce débat, cette discussion avec Mathieu Lavagna. Bon, Mathieu Lavagna, vous le connaissez, j'ai déjà parlé de lui sur ma chaîne secondaire, j'ai fait une vidéo d'1 heure sur l'enfer à propos de son ouvrage, je vais la mettre là en photo, et on avait décidé de faire un débat sur l'enfer et le mal, plutôt l'enfer, mais comme il a écrit un livre sur l'euthanasie et que c'est actuellement dans les médias et tout ça, il va y avoir une loi peut-être et tout, je sais pas si elle est passée ou pas, et que moi j'ai fait une vidéo sur l'euthanasie. Vous avez compris que s'il y avait un référendum, je serais contre l'euthanasie, mais j'ai accepté de débattre avec Mathieu Lavagna en prenant le parti plutôt des gens qui seraient, allez, on va dire matérialistes ou pro de droits de l'hommeistes ou qui seraient pour l'euthanasie, parce que moi ça m'amuse juste pour la joute verbale et la galbe de jouer un rôle, même si je ne suis pas totalement convaincu. Donc le but c'était, je me dis vas-y, Mathieu Lavagna essaye de me convaincre qu'il faudrait absolument interdire par des arguments rationnels, philosophiques, l'euthanasie. Donc moi je joue le rôle entre guillemets de celui qui est plutôt pro euthanasie, et Mathieu Lavagna c'est un apologète chrétien catholique, mais là il est pas dans le rôle du catholique non plus, mais il est pro euthanasie, et moi il est contre l'euthanasie dans la vidéo, et moi plutôt pro. Donc voilà, on a fait ça, c'est juste pour vous poser le cadre du débat, et elle suit du coup naturellement la vidéo que j'ai fait, la dernière vidéo que j'avais fait. Et voilà, j'ai galbé, donc bon visionnage, je mets le débat, il dure 1 heure. Et galba vous tous. Okay. Alright, bah salut Mathieu et salut Vinky. Alors bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un débat qui va opposer donc Mathieu Lavagna, apologète catholique, et le philosophe qui est un youtubeur agnostique, me semble-t-il. Aujourd'hui, nous allons débattre de la question de l'euthanasie. Et donc voici comment nous allons procéder. Donc Mathieu fera premièrement une présentation de quelques minutes, et ensuite le philosophe et Mathieu vont débattre dans un dialogue libre. Donc je vais vous laisser tous deux vous présenter. Si vous voulez ajouter des choses, n'hésitez pas. Je te laisse commencer, Mathieu. Oui, alors moi je m'appelle Mathieu Lavagna, je suis donc, comme vous l'avez dit, un apologète catholique, donc quelqu'un qui s'intéresse à la défense intellectuelle de la crédibilité de la foi chrétienne, en particulier de la foi catholique, mais je m'intéresse aussi à d'autres sujets liés aux questions éthiques, notamment aux questions liées à l'avortement, l'euthanasie, PMA, GPA, enfin tous les sujets éthiques et sujets de société actuels. Et donc, je me disais que c'était intéressant, vu le contexte actuel, comme l'euthanasie s'apprête à être légalisée en France en ce moment, de faire une vidéo discussion sur ce sujet intéressant, même avec des personnes qui sont pas forcément chrétiennes, parce que moi, je prétends que même si j'étais pas chrétien, je serais opposé à l'euthanasie pour les raisons que je vais exposer là. Donc, pour moi, c'est pas directement lié à la foi à ce sujet. D'accord, et du coup, le philosophe, je te laisse également te présenter. Ouais, ben moi je suis vidéaste, auteur, et je suis un individu comme un autre, et j'ai hâte de débattre avec Mathieu. Comme je le disais précédemment, je le répète, s'il y avait un référendum, je voterais contre l'euthanasie. Mais j'ai bien envie de voir comment Mathieu va me convaincre avec des éléments et des arguments dits rationnels et philosophiques. C'est pour ça que j'avais envie de débattre aujourd'hui. Puis j'aime bien la discussion et la joute verbale. Donc c'est avec un grand plaisir que je fais ça. D'accord. Eh bien, merveilleux, messieurs. Je pense qu'on est tous animés par le même esprit, l'esprit de la vérité. Donc, Mathieu, je vais te laisser commencer sans autre. Oui. Alors, tac, je vais partager mon diapo. Tac, tac, tac. Vous me dites quand vous le voyez? Oui, c'est tout Ouais. bon. Alors, tu peux y aller. C'est bon? Oh Ok, là là. super. Alors, le débat d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on doit légaliser l'euthanasie? Alors, j'ai écrit un livre sur le sujet que vous pouvez voir sur la droite, si certains veulent approfondir un petit peu la question. Là, évidemment, je pourrais pas tout donner tous les arguments, mais juste donner un peu une raison centrale pour laquelle je m'oppose à l'euthanasie. Et puis, on en pourra approfondir ça dans la discussion libre juste après. Alors, je pense que déjà, c'est bien de commencer par des définitions, par bien définir les termes. Donc, qu'est-ce que l'euthanasie? L'euthanasie, on peut dire que c'est l'acte qui consiste à provoquer intentionnellement la mort d'un patient afin de soulager ses souffrances, soit par une action directe, soit en s'abstenant d'agir. Alors on peut distinguer en particulier deux types d'euthanasie, à la fois l'euthanasie active, qui consiste à tuer intentionnellement un patient
par une action directe. Donc, c'est ce qui se passe, par exemple, quand on injecte un poison ou quelque chose comme ça pour tuer directement le patient. Donc, ce qu'on appelle l'euthanasie active, c'est ça. Et l'euthanasie passive qui consiste à tuer intentionnellement un patient de manière indirecte, donc par une omission. Un exemple typique, là, c'est en retirant tout traitement médical avec l'intention délibérée que le patient finisse par en mourir. Par exemple, si je retire l'oxygène à quelqu'un, ben, il va finir par en mourir, et donc j'aurais commis quand même une euthanasie passive. Pareil, si j'enlève l'hydratation à quelqu'un et qu'il meurt de soif, ben, j'aurais retiré les soins primaires, et donc j'aurais commis une euthanasie passive. Donc dans les deux cas, l'intention est toujours de tuer délibérément le patient, que ce soit dans l'euthanasie active ou passive. Ça ne change pas grand-chose. On peut aussi distinguer également l'euthanasie volontaire, qui est pratiquée à la demande expresse du patient, donc quelqu'un qui demande à être tué. L'euthanasie non volontaire, qui est appliquée lorsque le patient n'est pas en mesure de se prononcer pour ou contre sa mise à mort. Et l'euthanasie involontaire, qui est imposée contre la volonté du patient. Donc le débat sur l'euthanasie entre les pros et les anti-euthanasie concerne évidemment sur la moralité de l'euthanasie volontaire ou non volontaire. Tout le monde s'oppose à l'euthanasie involontaire, je l'espère. C'est aussi important de bien distinguer entre l'euthanasie et le refus de l'acharnement thérapeutique. Alors pourquoi? Parce que l'acharnement thérapeutique, qu'on appelle aussi parfois obstination déraisonnable, consiste à pratiquer ou à entreprendre des traitements ou des actes inutiles, disproportionnés, visant au seul maintien artificiel de la vie. C'est très différent de l'euthanasie qui, elle, implique une volonté délibérée de provoquer la mort du patient, voilà, tandis que le refus de l'acharnement thérapeutique consiste à ne pas poursuivre des traitements lourds, invasifs et disproportionnés, sans vouloir positivement la mort du patient. Donc il y a une vraie différence en matière d'intention entre le refus de l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie. C'est important de le prendre en compte. Donc venons-en à mon argument central contre l'euthanasie. Je peux le formuler sous la forme d'un syllogisme. Prémisse 1, l'homicide volontaire est immoral et devrait être illégal. Prémisse 2, or l'euthanasie est un homicide volontaire. Et la conclusion qui s'ensuit de ces prémisses, c'est que l'euthanasie est immorale et devrait être illégale. Donc, dans cet argument, je définis l'homicide volontaire de la manière suivante. L'homicide volontaire, c'est l'acte de tuer intentionnellement une personne humaine innocente. Je mets le mot innocent ici parce que je laisse du coup ceux qui seraient favorables à la peine de mort, enfin, ce ne serait pas incompatible avec ceux qui défendent la peine de mort, parce que dans le cas de la peine de mort, on tue des criminels et non pas des innocents. Mais que l'on soit pour ou contre la peine de mort, tout le monde est d'accord qu'on ne devrait pas tuer des innocents. C'est pour ça que le mot innocent est important ici. Donc voilà, l'homicide volontaire, c'est l'acte de tuer intentionnellement une personne humaine innocente. Donc d'après cette définition, la prémisse 2 de mon argument devient indéniable. En effet, l'euthanasie se définit comme l'acte de provoquer intentionnellement la mort d'un patient, soit par une action directe, soit en s'abstenant d'agir. Et donc il s'agit bien d'un homicide volontaire, parce que celui-ci consiste précisément à provoquer intentionnellement la mort d'une personne innocente. Donc tout le débat sur la légalisation de l'euthanasie repose en réalité sur la vérité de la prémisse 1 de mon argument. Donc cette prémisse qui affirme l'homicide volontaire est immoral et devrait être illégal. Autrement dit, il devrait être illégal de tuer directement et volontairement un être humain innocent. Donc a priori, je dirais que ça devrait sembler évident à tout le monde. Tuer Ce qui n'est pas vrai. C'est pas évident à tout le monde, mais je te laisse. Attends, on pourra en discuter après. Tuer délibérément un être humain revient à lui infliger la plus grande perte possible, la privation définitive de la totalité de son être. Le meurtre constitue donc une atteinte radicale à la dignité humaine en tant qu'il détruit et annihile l'existence d'une personne unique et irremplaçable. Et donc c'est pourquoi l'interdiction du meurtre d'une personne innocente est l'un des principes fondateurs de toute civilisation. Une loi légalisant l'euthanasie reviendrait ni plus ni moins à vouloir légaliser le meurtre dans certaines circonstances. Cela provoquerait un bouleversement du rôle de la médecine, dont le but, à l'origine, est de soigner et non pas de tuer. La médecine, en effet, a toujours été considérée comme ayant pour finalité de protéger la vie d'autrui et non pas de détruire la vie d'autrui.
Ça, il suffit de regarder par exemple le serment d'Hippocrate, qui date du IVe siècle avant Jésus-Christ, où Hippocrate nous dit qu'il ne remettra à personne du poison, donc le mot grec pharmakon thanasimon. Et donc la traduction littérale de ce mot grec, c'est drogue mortelle ou drogue homicide. Donc on voit déjà que 4 siècles avant Jésus-Christ, Hippocrate avait déjà anticipé la pratique euthanasique et qu'il l'avait rejetée dans son serment qui définit un peu le rôle central de la médecine. Donc, le Code de santé publique actuel, qui est fidèle au serment d'Hippocrate, rappelle que le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, qu'il doit assurer, par des soins et des mesures appropriées, la qualité d'une vie qui prend fin. Et il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort. Ça, c'est très important. Le Code de santé publique actuel nous dit que le médecin n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort, ce qui s'oppose à l'euthanasie, parce que l'euthanasie consiste justement à provoquer délibérément la mort du patient. Ainsi, légaliser l'euthanasie violerait non seulement le Code de santé publique, mais aussi l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui affirme que la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement. Et donc, d'après le Code pénal actuel, on peut aussi dire que légaliser l'euthanasie reviendrait à vouloir légaliser le meurtre dans certaines circonstances. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que l'article 221.1 du Code pénal affirme que le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Donc la définition du meurtre dans le Code pénal, c'est le fait de donner volontairement la mort à autrui. Or, on l'a vu, l'euthanasie consiste à donner volontairement la mort à autrui. Et donc, le Code pénal poursuit en disant que le meurtre est puni de réclusion criminelle à perpétuité. Donc voilà les conséquences logiques de l'euthanasie. Donc, moi, je dirais qu'il y a un renversement de la charge de la preuve ici. Ce sont plutôt les partisans de ce bouleversement du rôle de la médecine et de l'évolution du code pénal à qui incombe la charge de la preuve. Ils doivent nous montrer que le meurtre doit être rendu légal dans certaines circonstances. Donc, tant que les partisans de l'euthanasie n'auront pas fourni des raisons suffisantes pour justifier la mise à mort de certains de nos concitoyens, je considère que la position anti-euthanasie doit l'emporter par défaut. En effet, tant que nous n'avons pas de bonnes raisons de légaliser le meurtre, il est rationnel de reconnaître que le meurtre doit demeurer illégal en toutes circonstances. Et donc, je pourrais reformuler mon argument ainsi. La légalisation de l'euthanasie implique de vouloir légaliser le meurtre dans certaines circonstances. Ça, c'est un fait juridique indéniable quand on regarde le code pénal. Or, prémisse 2, il n'existe aucune raison valable de remettre en question l'illégalité du meurtre. Donc ça, c'est la prémisse où se joue tout le débat. 3. S'il n'existe aucune raison valable de remettre en question l'illégalité du meurtre, alors le meurtre doit demeurer illégal. Et donc 4. Conclusion, l'euthanasie doit rester illégale. Évidemment, la vérité de cet argument est suspendue à la vérité de la prémisse 2. Et donc si le partisan de l'euthanasie veut contester cet argument, il doit nous fournir des raisons positives de justifier la légalisation du meurtre dans certaines circonstances. Voilà. Alors certains proposent parfois du coup la souffrance en disant la souffrance justifie la légalisation de l'euthanasie. Alors voilà, parce que ça permettrait aux patients d'éviter une agonie marquée par d'être souffrance. Donc c'est l'objection qu'on entend souvent. Mais en réalité, la réponse, c'est que les opposants à l'euthanasie comme moi ne souhaitent évidemment en aucun cas laisser les patients souffrir de manière inhumaine et atroce sur leur lit d'hôpital. On est tous d'accord là-dessus. En revanche, affirmer qu'il faut supprimer la douleur du patient ne prouve pas qu'il est justifié de supprimer le patient. Pour cela, il existe les soins palliatifs pour soulager la souffrance et accompagner le malade dans la dignité jusqu'à sa mort. Un grand nombre d'options existent aujourd'hui pour soulager la douleur. Vous avez les antalgiques tels que la morphine, les anti-inflammatoires, les antiépileptiques, les antidépresseurs et les anesthésiques locaux. Il existe aujourd'hui un consensus scientifique affirmant que les soins palliatifs permettent désormais de soulager toute douleur chez le malade. Et là, je m'appuie sur ce que nous dit le comité consultatif national d'éthique qui, lors de sa préparation de la loi Claes-Leonetti en 2016, soutenait, citation, « Les experts s'accordent pour dire que toute douleur peut aujourd'hui être soulagée par une gamme de solutions pouvant aller jusqu'à l'utilisation de techniques anesthésiques ou une chirurgie de la douleur. » Et d'ailleurs, pour les douleurs particulièrement insupportables, les soins palliatifs peuvent recourir à ce qu'on appelle la sédation profonde. Donc la sédation profonde, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique qui consiste à plonger le patient dans un état d'inconscience afin qu'il ne ressente plus la douleur. Et donc des experts sur les soins palliatifs, Jean-Marie Gomas et Pascal Favre, qui ont écrit un livre sur la question, nous disent bien la différence entre la sédation profonde et l'euthanasie. Ils nous disent, l'objectif de toute sédation est le soulagement d'un symptôme grave.
elle est un accompagnement proportionné sur le chemin du mourir qu'il ne faut pas confondre avec l'euthanasie. La sédation en phase terminale pour détresse est la recherche, par des moyens médicamenteux, d'une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu'à la perte de la conscience, dans un but de diminuer ou de faire disparaître la perception d'une situation vécue comme insupportable par le patient. L'euthanasie s'en différencie fondamentalement, essentiellement par son intentionnalité, qui est d'administrer la mort. Et donc, il est vrai que la sédation en phase terminale peut, dans certains cas, accélérer le décès du patient, parce qu'on augmente progressivement la dose des sédatifs, mais ce n'est pas une forme d'hypocrisie ou d'euthanasie déguisée, c'est faux de dire ça, parce qu'il existe une distinction essentielle en philosophie morale entre le fait de provoquer délibérément la mort d'autrui et dans le fait d'anticiper la mort comme une conséquence involontaire d'un traitement médical qui visait à soulager la souffrance, ce qu'on appelle le principe du double effet en philosophie. Voilà, donc là j'ai fait un tableau qui résume bien les différences entre la sédation profonde et l'euthanasie, tant du point de vue de l'intention que du moyen, de la procédure, du résultat, de la temporalité et de la législation. Et donc concluons avec le philosophe Jacques Ricot qui remarque avec justesse que l'euthanasie ne complète pas l'accompagnement, elle le supprime, elle ne succède pas aux soins palliatifs, elle les interrompt, elle ne soulage pas le patient, elle l'élimine. Ainsi, puisque les soins palliatifs permettent d'apaiser efficacement la souffrance physique sans pour autant légitimer l'homicide, l'argument de la souffrance, à lui seul, ne peut en aucun cas justifier l'euthanasie. Cherchons à protéger et à aimer davantage nos malades, ne les tuons pas par un geste homicide. Je dirais que entre promouvoir la fraternité et le meurtre, il nous faut choisir. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ta présentation. Donc du coup, on va passer sans attendre à l'échange libre. Attends. Allô? Oui. Alors, le philosophe, si tu as des objections déjà pour la Oui, bien présentation. sûr. Alors, si tu racontes tout ça à un militant pour l'euthanasie ou à quelqu'un qui voudrait que ce soit légal, si jamais il veut l'utiliser pour lui ou pour sa famille ou pour ses proches, tu lui demandes de justifier en quoi ce que tu appelles le meurtre peut être justifié parfois. C'est ça? Je dis que légalement, juridiquement, légaliser l'euthanasie, ça revient à légaliser le meurtre dans certaines circonstances, du point de vue du code pénal. Et donc, c'est à ceux qui veulent justifier la légalisation du meurtre Oui, qui mais ont la charge de la preuve. code pénal, il peut changer. Le code pénal, c'est pas une philosophie qui transcende absolument tout. C'est-à-dire que c'est sûr que si la loi, elle dit quelque chose, on va être en infraction si on le commet, mais c'est pas, le principe, c'est que la loi, elle va changer. C'est que la loi change tout simplement, donc c'est pas immuable la loi, donc c'est pas forcément un argument pour ceux qui veulent que la loi change justement. Donc Oui, ça, mais c'est tu auras beau changer la loi, même si tu changes la loi, il n'en demeure pas vrai, enfin pas moins vrai que l'euthanasie, du point de vue de sa définition, est un homicide volontaire. Oui, Ça, c'est un homicide personne peut le volontaire. nier. Oui, oui, mais donc toi, tu veux que les personnes qui tolèrent, qui veulent que ce soit un droit l'euthanasie, justifient un homicide volontaire par moment. Il faut qu'ils soient crédibles en Il disant faut que ça peut qu'ils justifier. apportent. Voilà. Moi, ce que je dis, Oui. c'est qu'il faut qu'ils apportent des raisons positives pour justifier la légalisation de l'homicide volontaire et que tant qu'ils n'ont pas apporté des arguments décisifs, on doit considérer que l'illégalité de l'homicide volontaire s'applique par défaut. Et dans le livre, ce que je fais, c'est que j'aborde après les arguments qui ont été proposés en faveur de la légalisation de l'homicide volontaire, à savoir l'argument de la souffrance, l'argument de la liberté, mon corps, mon choix, et ces arguments-là Oui, mais successivement, et je donne des justement, réponses. cet argument, si quelqu'un te dit, moi, je veux que l'euthanasie existe dans la loi parce que j'ai envie de l'utiliser éventuellement, tout simplement parce que je ne veux pas, si je suis tétraplégique, paralytique, schizophrène, que j'ai 2 jambes amputées, etc., et que j'ai, par exemple, même pas 90 ans, donc il n'y a même pas la question de la sédation profonde, mais à 50 ans, ça m'arrive, je veux avoir le droit que l'euthanasie soit légalisée, même si toi, tu dis que c'est un meurtre. Parce que dire que c'est un meurtre, c'est pour appeler à un imaginaire excessivement négatif, mais l'homicide volontaire, il peut avoir lieu, et ça a toujours eu lieu dans l'histoire. Par exemple, dans les guerres, quand quelqu'un, sur un champ de bataille, quand un mec a la gueule ravagée, il a 4 membres coupés, et il dit à son pote, écoute mec, achève-moi. S'il te plaît, achève-moi, fais-le pour moi. Si le mec l'achève, c'est parce qu'il est d'accord avec ses dernières volontés, c'est pas un criminel en puissance. Je veux dire, Je suis d'accord. philosophiquement, Alors, ça n'a rien à voir. attention. Donc le mec peut très bien continuer à être pour l'euthanasie, même si tu dis, et il peut dire que ça n'a Restons rien. là-dessus.
Il peut dire c'est un Oui, oui, argument. restons là-dessus. Tu prends l'exemple de la guerre qui est très intéressant, à savoir un soldat sur un champ de bataille qui souffre et qui demande à son copain de l'achever. Ça, Oui. c'est très intéressant parce que justement, ça rejoint l'argument de la souffrance. Donc, c'est de dire justifions la légalisation de l'homicide parce que les gens en souffrent physiquement. Oui. Je comprends psychologiquement que en cas de guerre, on puisse être tenté de faire ça, mais là, dans ce qui nous concerne, la loi, on est aujourd'hui capable d'apaiser toute souffrance physique. Non, mais ça, C'est le consensus ça, des médecins qui le disent. c'est pas net. Tu peux pas dire à quelqu'un qui a 40 balais et qui vient d'être paralysé, défiguré. C'est un cas qui peut intellectuellement exister. C'est pour ça que je le dis. Mes potes n'ont pas ça actuellement. Hein, je suis pas en train de dire ça. Mais tétraplégique, défiguré, paralysé, schizophrène, multipsychotique, tout ce que tu veux. Et le mec essaye. Ça arrivait en Italie, en fait. Ça arrivait à un mec en Italie qui croquait la vie à pleines dents. Il lui arrivait ça. Et il est allé ailleurs pour se faire euthanasier. Et le mec, en fait, il s'en fout que tu lui dises non, les soins palliatifs, ils peuvent abréger ta souffrance parce que qu'est-ce que tu sais de son comment dire, de son intimité existentielle profonde. Le mec, il peut dire mais non, les soins palliatifs, ça anesthésie plus ou moins mes souffrances, mais pas suffisamment pour que je veuille que tu m'imposes ta règle de ton syllogisme. Ton syllogisme, il peut penser que ça ne l'atteint pas et il s'en fout, il peut s'en foutre, tout simplement. Oui, oui, bah, il peut s'en foutre du syllogisme, mais ça répond pas Non, mais ça peut ne pas le à la convaincre. validité des prémices. Mais par exemple, pour un gars comme ça, euh, c'est faux. La sédation profonde permet de soulager toute douleur physique. C'est ce qui est cité dans le comité national de l'ordre des médecins que j'ai cité tout à l'heure. Je peux te le reciter. Mais et ils Non, mais il y en disent, a qui sont pas citation, d'accord, même si les médecins le disent, c'est peut-être des gens qui sont contre l'euthanasie également. Il y a des gens, il y a des témoignages, des documentaires, des gens qui disent mais non. Et puis tu as des gens qui sont tellement mal, ils veulent pas. Dans ce cas-là, les anesthésies. Donc si un mec de 40 ans, il est dans le point que j'ai décrit, tu veux qu'il se passe quoi? Que parce qu'il peut mourir à 90 ans, pendant 50 ans, tu vas l'obliger à vivre donc pas dans la douleur, mais dans l'anesthésie, dans l'espèce d'état végétatif qui n'a plus rien à voir avec une existence. C'est ça la réalité. déjà, là, ce que tu fais, c'est que tu prends des cas extrêmes, ultra marginaux qui sont extrêmes par rapport à la loi. La Mais loi, je- elle doit donner un cadre général. je suis Attention, obligé. tu connais les Mais les critères de la gens qui loi sont actuelle? contre cette- Oui. Est-ce que tu peux m'énoncer les critères de la loi Farlorny qu'ils essayent de faire passer actuellement? Est-ce que tu connais bien les critères précis qu'ils donnent? Les critères, on me les a envoyés tout à l'heure. En C'était, gros, je te les explique. il faut que ce soit incurable. Il faut que ce soit Oui, incurable, etc. Enfin, toutes les choses qui verrouillent un peu entre guillemets la moralité, même pour les gens qui sont cher contre, ami, qui soit justifiable. les choses comme la dépression ou un handicap, un simple handicap physique, par exemple, c'est que tu peux avoir un handicap physique incurable où tu es dans un fauteuil roulant, ou même l'Alzheimer ou des maladies comme Oui, ça, oui, c'est oui. des maladies incurables. Aujourd'hui, il suffit juste que la personne juge qu'elle elle a une souffrance physique ou psychique qu'elle Oui. juge insupportable. Donc, c'est lié à la subjectivité de la personne. Oui, C'est pas que les souffrances si elle physiques, le hein. juge, si elle dit je veux partir parce que j'étais en pleine santé, j'ai perdu mes deux jambes, j'ai des crises d'angoisse, etc. Et même avec les soins palliatifs, je serais mal existentiellement parlant. Il dit Dieu n'existe pas, j'ai pas peur d'un jugement dans l'arrière-monde. Et moi, je suis d'accord pour que l'euthanasie existe pour les gens qui veulent s'en partir. En théorie, ça peut être justifiable en fait. Pour quelle raison ça ne le serait pas si lui veut? Donc il dit l'homicide volontaire peut être légal dans ce cas-là et c'est pas un crime. Enfin, je veux dire, c'est l'esprit qui compte, c'est pas la lettre. Donc si tu dis c'est un homicide volontaire, d'accord. Mais lui, il a des bonnes raisons de pas vouloir continuer dans une existence et ces raisons, elles sont valables parce qu'il les a tout simplement. Il n'est pas en train de dire je veux qu'on Enfin voilà, il peut très bien dire si vous voulez prolonger ma souffrance, parce que toi tu voudrais que pendant 50 ans il reste dans son fauteuil, etc. Il peut très bien dire, c'est un peu comme dans les films d'horreur, quand les méchants ils veulent Non, pas non, tuer non, les j'ai gentils pour les pas faire dit ça. souffrir à la place. Je veux dire, Je dis pas qu'il faut absolument maintenir les malades par un soin artificiel tout au long de leur vie. J'ai déjà dit que je m'opposais à l'acharnement thérapeutique. Donc, si les soins sont disproportionnés, si les traitements sont disproportionnés et que ça sert à rien et qu'on voit qu'il n'y a aucun état d'amélioration possible, eh bien, dans ce cas-là, il est licite, comme je l'ai dit, de retirer les traitements. En tout cas, la loi l'autorise, la oui, mais selon loi quel critère? Claes-Leonetti, de retirer L'acharnement les traitements thérapeutique, c'est s'ils sont maintenir la vie. disproportionnés. Attends, je peux finir. Si les Vas-y, vas-y. traitements sont disproportionnés par rapport à l'état de la personne, la loi autorise aujourd'hui à retirer ces traitements pour laisser la nature faire, entre guillemets. Mais c'est pas Oui. pareil que de tuer directement et volontairement une personne en lui infligeant directement la mort. Parce que là, il y a une différence entre retirer un traitement inutile, disproportionné, et buter le mec
directement. Là, c'est parce que là, c'est un homicide et on franchit un gap qui n'est pas le rôle de la médecine. Comme je t'ai dit tout à l'heure, le rôle de la médecine, la finalité de la médecine, dès le début, dès le serment d'Hippocrate, Hippocrate, c'est pas un chrétien intégriste, qui dit que la finalité de la médecine, c'est de soigner et pas de tuer. Donc, d'améliorer la condition du patient, pas de détruire la condition du patient. Je suis d'accord avec toi, mais Hippocrate, c'est un argument d'autorité, mais il a je sais pas, il doit avoir 2500 ans. Les choses ont changé et quelqu'un peut rationnellement dire, c'est pas parce que Hippocrate, qui est un fondateur de la médecine moderne ou je sais pas quoi, a dit ça que je ne vais pas vouloir que l'euthanasie existe. La preuve, la majorité des gens dans la médecine, que moi je voterai contre un référendum, mais pour d'autres raisons. Hein. Mais le mec qui a envie que l'euthanasie existe, comment dire, il s'en branle d'Hippocrate. Je peux pas te le dire autrement. Il s'en fout d'Hippocrate. Oui, je sais bien que tout le monde peut rejeter Hippocrate. Je suis pas en train de dire que Hippocrate est-ce que je peux dire juste sur ton syllogisme, quand tu dis l'euthanasie est un homicide volontaire. Alors, l'homicide volontaire est illégal et immoral. L'euthanasie est un homicide volontaire, donc l'euthanasie doit être illégale et considérée comme immorale. Mais ça, tu peux ce syllogisme, pour les gens qui sont contre, c'est un sophisme. C'est-à-dire que tu peux très bien dire enfermer un enfant. Non, la séquestration est immorale et illégale. Enfermer un enfant dans une cabine est une séquestration. Donc enfermer un enfant dans une cabine est immoral et illégal. Sauf que si tu enfermes l'enfant dans une cabine parce qu'il y a un ouragan qui se prépare ou parce que il y a un puma en liberté qui va se faire défigurer, etc. C'est pas une séquestration. C'est pas une séquestration, cher ami. C'est pas une séquestration. La définition de la séquestration ici serait défectueuse dans le syllogisme que tu donnes. Mais comme le meurtre. C'est comme le meurtre. C'est lui qui a voulu. Attends, séquestration, c'est mettre quelqu'un dans un abri contre son gré. Attends. Là, j'ai bien défini ce que j'entendais par homicide volontaire, d'accord? C'est tuer quelqu'un. Est-ce qu'on est d'accord au moins sur la définition de l'homicide volontaire? Vas-y, dis-moi. Est-ce que tu es d'accord que la définition de l'homicide volontaire, l'acte de tuer intentionnellement une personne innocente? Donc, ça compte pas la légitime défense, donc ça compte pas la peine de mort. Je suis d'accord avec toi, ok. Ok. Donc, on est d'accord sur cette définition. Donc, d'après cette définition, l'euthanasie est un homicide volontaire, c'est indéniable. Oui. Alors que dans ton argument de la séquestration, ta définition de la séquestration était mauvaise, parce que la séquestration, c'est pas juste enfermer quelqu'un dans une cabine. Contre son gré. Oui, non, c'est pas ça la bonne définition. Ah si, c'est ça la définition, c'est contre son gré. Non, mais non, parce que tu peux enfermer quelqu'un justement dans une cabine pour le protéger d'un ouragan ou d'un truc comme ça. La définition bonne de la séquestration, à mon avis, c'est de dire enfermer quelqu'un de manière prolongée contre son gré avec pour intention de lui nuire. Oui, mais dans ce cas-là, l'homicide volontaire, l'intention n'est pas de lui nuire. L'intention, c'est de abréger ses souffrances. C'est pareil, je peux te dire que la définition n'est pas bonne dans ce cas-là. D'accord, mais si l'intention c'est d'abréger les souffrances, on peut déjà le faire par les soins palliatifs, je t'ai dit. Donc l'argument de la souffrance. Je t'ai dit que ça, c'est existentiellement parlant. Tu peux pas parler à la place de tous les gens qui ont voulu mourir sur Terre. S'ils étaient tous là en face de toi, et même il pourrait te dire, j'ai pas envie qu'on me légumise. Il peut très bien dire, même si les soins palliatifs c'est vrai, il peut très bien te dire, j'ai pas envie qu'on me légumise. Et je veux dire. Au fond de toi, tu sais très bien que par exemple un père de 80 ans qui dit à son, comme dans le film de Clint Eastwood là, quand il dit débranchement et tout, qui dit fais tout pour abréger mes souffrances, le fils par moralité, par compassion, par empathie, il peut le faire malgré les soins palliatifs. Malgré les soins palliatifs, ça peut être un acte moral de faire ça. Tu sais très bien que tu m'attribues une position que je ne soutiens pas. Si tu crois pas en Dieu, vas-y. Tu m'attribues une position que je ne soutiens pas. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit maintenir coûte que coûte une personne jusqu'à la mort. La loi autorise aujourd'hui à retirer les traitements inutiles ou disproportionnés. Et donc, ça peut aboutir à la mort de la personne. Mais sa mort, elle n'est pas directement voulue par un acte délibéré du médecin. Donc, je suis d'accord avec toi. Une personne qui dit je suis proche de la mort ou je vais vivre encore dans cette situation dégradante, tout ça, retirez-moi ces traitements inutiles et disproportionnés qui visent juste au maintien artificiel de ma vie, retirez ça. Le médecin peut les retirer, mais c'est pas pareil parce que c'est pas lui qui a directement donné la mort. Là, la personne, elle meurt de sa maladie, elle ne meurt pas de l'homicide qui est donné par le médecin. C'est très différent. Moi, je suis d'accord avec toi et je t'ai dit quand on en a parlé en privé, je trouve ça un peu honteux de faire le sale boulot par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui veut se suicider, si on n'est pas dans un contexte religieux, où il faut lui dire ne le fais pas parce que tu iras longtemps au purgatoire ou en enfer, mais porte tes couilles et tu le fais toi-même, tu vois. Moi, j'aurais honte de dire à un médecin, tuez-moi si je veux crever, je préfère sauter du 8e étage. Là, on est d'accord. Je te pose l'euthanasie. Parce que du coup,
Bah si, parce que dans l'euthanasie, c'est le médecin qui agit. Dans le suicide assisté, c'est la personne qui s'auto-administre. Je suis d'accord, mais moi personnellement, je t'ai déjà dit, je suis contre. Dans ma vidéo, je dis que je suis contre, pas pour les mêmes raisons que toi, mais je suis contre. Mais quelqu'un qui est pour, il peut te dire que les soins palliatifs, ça fait pas tout existentiellement parlant, parce que tu peux pas être à la place de l'intimité de chaque personne, par définition, tu peux avoir ses propres qualités à lui. Et l'autre truc, c'est quoi la sédation profonde? La sédation profonde, il peut dire, mais ça vient qu'au dernier moment, après une longue agonie, il faut un brainstorming. La sédation profonde, c'est fait très rarement. Non, et la sédation profonde, tu souffres qu'autre chose, donc il peut dire, le faire avant. Je préfère partir avant. Il peut dire, je préfère partir avant. Pourquoi vous me laissez pas ce droit? Il peut dire, pourquoi vous me laissez pas ce droit de mourir par moi-même dans un cadre athée, dans un cadre où la mort c'est le néant, par exemple. Pourquoi vous me laissez pas partir? Si c'est possible, si c'est faisable, il peut très bien. Mais laisser partir, on est pour. Attends. Moi, je suis pour qu'on laisse les gens partir. Encore une fois, tu m'attribues une position que je ne soutiens pas. Il y a une différence entre laisser partir quelqu'un et le buter directement par un acte direct et délibéré. C'est pas pareil. Laisser partir, c'est retirer les traitements inutiles, disproportionnés, débrancher les machines si tu veux. Oui, mais qui juge qu'ils sont disproportionnés? Par exemple, je peux te dire, je peux te prendre à ton jeu et te dire, la vie, vu qu'elle a une dignité inaliénable, il faut aller jusqu'au bout, parce que en fait, la robotique, les robots qui mettent l'acharnement thérapeutique, pour moi, c'est pas de l'acharnement, parce que c'est juste le prolongement scientifique de tout ce qui fait qu'on améliore le sort des patients. Donc, je te trouve très immoral de vouloir refuser l'acharnement des patients, alors que la dignité de la vie est inaliénable, etc. Donc, toi, tu fais un entre-deux qui est arbitraire. Tu fais un entre-deux qui est arbitraire. Parce que, au fond de toi, ne défend l'acharnement tu as la superstition que de donner un produit létal, c'est malsain. Mais c'est arbitraire de dire ça, parce que si le produit létal, il abrège tes souffrances et que tu n'existes plus, mais que c'est pas grave de plus exister, eh ben, je vois pas en quoi tu vas le convaincre qu'il ne devrait pas reconnaître ce droit-là. Je veux dire, rationnellement, tu vois bien que c'est pas tenable, ou alors c'est tenable, mais c'est arbitraire. Parce que moi, je dis pas que ton point de vue il est débile, mais je dis qu'il pourra pas convaincre les gens pour les arguments que je viens de te donner. Pour moi, il y a deux arguments du camp pro-euthanasie que j'ai pris au sérieux, à savoir l'argument de la souffrance. J'ai déjà répondu là-dessus par rapport à la sédation, qui, encore une fois, je l'ai déjà dit, revient qui permet aujourd'hui de soulager toute souffrance. Et le deuxième argument, c'est l'argument de la liberté, qui est distinct. Est-ce que toi, tu soutiens l'argument du mon corps, mon choix, je peux mourir quand je veux, ou pas? Parce que là, j'ai des arguments à répondre là-dessus. Oui, bien sûr. Alors, moi, Jules, personnellement, c'est un truc de droit de l'homiste cucul-à-praline. Ça peut être vrai à certains points. Hein. Moi, si je veux sortir dehors, etc., coucher avec la personne que je veux, je peux le faire. Mais il y a des limites sur l'avortement, sur l'euthanasie, etc. Mais je peux très bien comprendre que des gens dans un monde athée, tout ça, pensent ça. Ça me paraît logique, vu que la plupart des gens le tiennent et des gens ne sont pas des débiles irrationnels, tu vois. Donc, je peux le comprendre. Alors, pour répondre à l'argument de la liberté, pour ceux qui le défendent en tout cas, ceux qui disent en gros, mon corps, mon choix, je choisis de mourir quand je veux parce que je suis maître de mon corps, Oui. je dirais que si on est logique avec cet argument, les implications logiques de ça, c'est qu'on doit légaliser l'euthanasie en toutes circonstances pour n'importe quelle raison que la personne juge légitime. Par exemple, si la personne a un problème amoureux, qu'elle a perdu son petit ami ou sa petite amie, que ça la rend dépressive, que ça génère chez elle une souffrance psychique qu'elle juge inapaisable, elle pourrait demander l'euthanasie. Pareil, si elle vient de perdre un enfant ou son mari ou des choses comme ça. Donc, ou même pour pas avoir à payer son logement. Il y a un cas aux États-Unis d'un gars qui demande le suicide assisté parce qu'il n'a plus les moyens de payer son logement et donc qui va finir par être clochard et à la rue. Et donc, mais n'importe qui atteint de TOC qui demanderait le suicide. Moi, tu as un tiers des gaminois qui le demanderont en France, ils savaient. Donc là, je suis d'accord avec toi. Mais oui, philosophiquement, les gens pourraient le défendre. Après, je trouve ça malsain, mais rationnellement, il faut très bien trouver un segment rationnel qui défende ça. Mais je trouve ça malsain aussi, comme toi. Ouais. Oui, je sais. Mais philosophiquement, si on défend l'argument de la liberté, il faut être cohérent et aller jusqu'au bout en disant on autorise l'euthanasie et le suicide assisté dans n'importe quelle circonstance. Il suffit que la personne dise je veux mourir et hop, l'État doit lui accorder ça. Oui, mais personne ne défend ça. Défend ça. Personne ne défend ça. Donc, il y a une incohérence avec ceux qui disent c'est ma liberté, c'est mon choix de mourir. Parce que s'ils étaient vraiment cohérents avec ça, ils devraient aller jusqu'au bout et le légaliser en toutes circonstances. Or, personne ne va jusqu'au bout en voulant légaliser l'euthanasie. Oui, d'accord. Mais parce que tu prends un cadre schématique et philosophique totalement abstrait, où logiquement, tu as raison, mais tu sais très bien que les idées
l'intellect, les arguments et la philosophie, elles se conjuguent à la réalité. Et tous les gens qui défendent l'euthanasie disent évidemment qu'il faut mettre des barrières pour pas que l'idiote de 21 ans qui s'est fait larguer par son tchad veuille se suicider ou demander l'euthanasie. D'ailleurs, la personne de 25 ans qui a un chagrin d'amour, c'est ridicule qu'elle demande l'euthanasie, mais elle peut très bien mourir, elle peut très bien avoir envie de mourir et se suicider, en fait. Elle a la liberté. Tu es d'accord qu'on devrait faire de la prévention? On doit faire de la prévention. Elle a la liberté, la nature lui a donné la liberté de se suicider si elle a un chagrin d'amour. Donc il y a des gens qui. D'accord, mais est-ce que on doit l'empêcher? Est-ce que toi, si tu vois une gamine de 25 ans qui veut sauter, qui veut se jeter à l'eau ou qui veut sauter d'un pont parce qu'elle a perdu son petit ami, est-ce que toi, tu vas sauter pour l'en empêcher? Donc, tu vas t'opposer à sa liberté. Évidemment, et même si elle a 50 ans, je l'en empêcherai. Mais ce que défendent les gens qui sont pour l'euthanasie, ils vont te dire que tu fais une exagération pour rendre ridicule leur posture qui est beaucoup plus nuancée, parce que eux ils veulent mettre des barrières pour que ça puisse maladie incurable, etc., etc. Et la philosophie, c'est la nuance. La philosophie, c'est pas juste le schéma abstrait, parce que là, en fait, c'est un peu comme du troll. Tu viens les troller. Tu viens leur dire, mais si vous êtes machin. Donc quelqu'un qui dit dans la rue, je suis pour la liberté, tu vas lui donner des exemples extrêmes pour lui dire, mais non, tu peux pas être pour la liberté, mais tu peux jamais être pour rien dans l'absolu. La preuve, toi aussi, tu fais des compromis. Tu dis, je suis pour les soins palliatifs, mais pas contre l'acharnement thérapeutique, mais parce que je pense que la vie c'est bien. Mais moi, je peux dire, si la vie c'est bien, l'acharnement thérapeutique c'est bien parce que la vie c'est une valeur suprême. Non, c'est pas ça ma position. Là, c'est un homme de paille. Je dis pas la vie c'est bien, donc c'est pas ça mon argument. Voilà, ta posture, c'est pas que le meurtre doit être illégal et immoral, parce que la vie c'est le bien en soi, même d'un point de vue athée, c'est la vie. Il y a que ça qu'il y a au final. Donc la vie c'est important. Non. Je dis que le meurtre direct et intentionnel d'une personne humaine innocente est immoral et que ça n'implique pas qu'on doit tout faire pour maintenir absolument quelqu'un en vie, parce qu'il y a une différence entre laisser la nature faire, entre guillemets, en retirant les traitements. Oui, mais c'est arbitraire de dire que c'est immoral et que c'est la nature. Au nom de quoi c'est la nature qui doit faire ça? Au nom de quoi c'est la nature? Alors, je suis d'accord que là, on rentre dans un autre débat qui est le fondement métaéthique de la morale. Bon, moi, je pense que on peut pas fonder une morale objective sans Dieu, mais ça, c'est un autre débat. Bah voilà, moi, je pars. Attends, laisse-moi finir. Même à supposer qu'on puisse fonder une morale sans Dieu, je pars des principes de notre République, à savoir la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, à laquelle adhère notre République laïque. Mais c'est pas de la philosophie. Donc, je pars de ce postulat-là. Même si en définitive, je ne pense pas que l'athéisme est capable métaéthiquement de défendre le fondement ontologique des droits de l'homme, je pars du principe que c'est possible. Je sais. Je sais que ça, et c'est pour ça que je voulais que tu me convainques, parce qu'en fait, je te dis que c'est impossible. Parce que toi, quand tu dis je pars. Attends. Cher ami, on parle de la loi. Non, au début, tu as dit des arguments philosophiques, rationnels. Mais la loi, c'est pas rationnel. Moi, je peux te dire la charia. Si on part du point de vue de la charia en Iran, blablabla. Mais non, je parle de la loi française. Je parle de la loi républicaine. Je dis, partons de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à laquelle tout le monde adhère en Occident, en Europe. En tout cas, la France y adhère. Et donc, argumentons à partir de là pour essayer de voir ce qui serait légitime ou non de mettre dans notre propre loi française. Attends, quelle France y adhère? Tu parles de la France en tant qu'État? Je parle de notre République laïque adhère à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Mais la République, elle adhère au mariage gay, elle adhère à l'avortement, tout ça, t'es plutôt contre. D'accord, mais moi je suis pas d'accord avec ça, mais c'est pas grave. Moi je pars de ce à quoi notre République adhère. Je fais un argument en partant de ce qui est concédé par mon adversaire, entre guillemets. Donc, ils adhèrent à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Moi, j'y adhère aussi. On n'y adhère pas pour les mêmes raisons. Moi, j'adhère à la Déclaration des droits de l'homme parce que je pense que les droits de l'homme viennent de Dieu et qu'on ne peut que fonder la dignité humaine si Dieu existe pour être à l'origine de cette dignité. Mais admettons que j'ai tort. Ok, l'important, c'est qu'on soit d'accord que l'homme est digne, et partons de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette déclaration enseigne que tout individu a un droit à la vie et que le droit à la vie est quelque chose d'inaliénable, qu'on ne peut pas choisir de s'en déposséder soi-même, et que toute personne mérite d'être protégée contre le meurtre. Or, juridiquement, l'euthanasie consiste à légaliser l'homicide volontaire. Ça, c'est pareil dans la Convention européenne des droits de l'homme, dans le code pénal actuel. Donc, je suis d'accord, c'est pas infaillible. Mais t'es même pas en train Attends, t'es même pas en train de te rendre compte que tu prends de la République que ce qui découle de ton Dieu. C'est pour ça que tes idées, elles sont colorées de ta croyance, même si tu essayes de t'en détacher, mais en réalité, tu peux pas, et je t'en veux pas, il y a aucun problème. Mais tu prends de la République que ce qui est de ton Dieu. Mais s'il y avait un débat pour être contre la République, tu prendrais de ce qu'il y a contre la République, de ce qui vient de ton Dieu également, vu que la République, elle fait plein de trucs que t'aimes pas.
Mon argument, c'est une critique interne contre la République en disant la République laïque française ne peut pas légaliser l'euthanasie sans s'auto-contredire dans ses principes fondamentaux. C'est ça mon argument, c'est une Oui, critique d'accord, interne. mais elle peut changer, elle peut changer. Ouais, oui, tu peux toujours changer. Alors, comment tu définirais le meurtre, du coup? Si tu penses qu'aujourd'hui, le code pénal, il faut le changer, et que la définition du meurtre dans le code pénal est mauvaise, aujourd'hui, la définition du meurtre dans le code pénal, c'est de donner volontairement la mort à autrui. Si on légalise l'euthanasie, ça revient à légaliser le meurtre, mais du coup, il faudrait changer le mot. Quelle définition du meurtre alternative proposes-tu? Mais attends, l'euthanasie, c'est pas donner la mort volontairement à autrui. La volonté, Si, elle vient. Non, la volonté, elle vient de l'autrui lui-même. Donc tu peux dire que comme je la donne, c'est ma volonté, mais déjà tu sais très bien que c'est une volonté par, tu sais, par procuration. Tu sais très bien que c'est le principe causal n'est pas sa volonté à lui, il le fait juste par compassion. Donc philosophiquement, si on parle philosophiquement, tu sais très bien que c'est pas la même chose. Donc voilà. Et le meurtre, c'est tuer quelqu'un innocent, et donc je peux te rajouter qui ne l'a pas demandé, qui n'est pas en souffrance, etc. Je peux très bien bidouiller la définition pour que ça colle à ma philosophie. Tu le sais très bien, il suffit de jouer des mots, n'importe qui peut faire ça. Je demande un rédacteur, un UX writer, il te modifie ça en 2 secondes et ça passe dans la plupart des âmes, en fait. bah, Donc, voilà. essaye de me donner une définition cohérente du meurtre Là, je viens qui de te la n'implique dire. pas l'euthanasie. Oui, oui, tu peux essayer de dire le meurtre et le fait, c'est un homicide volontaire qui n'est pas contraire à la vie de la personne. En gros, une définition ad hoc pour Un exclure innocent qui n'a pas demandé et l'euthanasie. qui veut vivre, voilà, qui n'a pas demandé, qui veut vivre, et qui n'est pas dans des conditions où ça pourrait se justifier. Voilà. Et encore une fois, tu as deux manières de justifier l'euthanasie si tu veux la défendre, c'est soit par la souffrance, soit par l'argument de la liberté. Euh, L'argument de la liberté, on a déjà convenu tous les deux que si on le soutenait jusqu'au bout, alors on devait légaliser l'euthanasie en toutes circonstances pour n'importe quelle raison invoquée. Et ça, tous les deux, on a Bah vu. non, On est non, d'accord moi, que moi personne ne soutient ça. j'ai pas dit ça. Moi personnellement, je suis d'accord, mais quelqu'un qui est pour, il peut te dire non parce qu'il faut mettre comme dans tout. C'est comme dans tout, il faut mettre des limites, comme la liberté sexuelle. J'ai le droit de coucher avec des gens, mais j'ai pas le droit d'imposer ça, etc., etc. Donc en fait, la réalité, elle est valable quand elle est prise dans des bornes. C'est pas des grands schémas abstraits qui définissent tout, et ça, tout le monde en convient. Donc, comme je te dis, ça revient à troller les gens en exagérant à chaque fois leur point de vue. Non, mais Ce que si j'ai le personne ne droit, s'il y a un droit de choisir sa mort, s'il y a un droit à choisir sa mort, ça veut dire que tu peux choisir ta mort pour n'importe quelle raison que tu juges personnellement légitime. On est Ah, d'accord. pas forcément. Ils vont te dire non, pas forcément. C'est pas une loi abstraite, c'est une loi qui est encadrée, Alors, c'est sinon pas elle une n'a pas de liberté valeur. absolue. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, c'est pas une liberté absolue. Mais C'est une liberté relative. oui, Donc, conditionné, mais oui, mais voilà. personne. Donc, Enfin, si, il y a des gens qui sont pour la liberté absolue. Je pense qu'il y a des gens qui disent une gamine de 20 ans qui a le droit de demander. Il y a certainement des gens qui pensent ça. Pour moi, ils sont malsains. Mais de toute façon, la nature te donne les moyens de t'euthanasier toi-même tout le temps. Donc, ce droit, il existe dans la nature. En réalité, en réalité, tout le monde peut se buter en fait. Donc, ça existe déjà. bon. Mais ça, c'est très intéressant. Si tout le monde peut se buter, ça, on est d'accord, c'est un constat. N'importe qui peut sauter d'un pont ou ça. Mais notre société, elle est fondée sur un principe qu'on retrouve aussi dans les droits de l'homme, c'est la prévention contre le suicide. Donc, on doit empêcher les gens dans la société qui cherchent à se donner la mort. Et d'ailleurs, ne pas intervenir quand quelqu'un s'apprête à se suicider devant toi, c'est de la non-assistance à Donc, personne en personne en danger. danger. Oui, oui, oui. Et donc, il y a une incohérence. Si on veut à la fois légaliser le suicide assisté et à la fois faire la prévention contre le suicide, c'est que d'un côté, on dit ah, il faut empêcher les gens de se donner la mort. Si quelqu'un s'apprête à jeter d'un bateau parce qu'il a envie de mourir, il a choisi qu'il voulait mourir, on doit tout faire pour essayer d'en empêcher. Et comme par hasard, quand c'est sur un lit d'hôpital à côté, là, on l'encourage, on lui donne le truc pour qu'il s'auto-administre la mort. Donc c'est une Bah incohérence. On ne peut pas à la parce fois que exclure la prévention contre le suicide et encourager le suicide assisté à côté. Oui, mais parce que selon la nouvelle définition que tu m'as demandé et qu'on peut formuler, mais que j'ai pas préparée à l'avance, donc là je peux pas te la dire mot à mot. Ça ne rentre plus dans cette définition, l'euthanasie, tout simplement. C'est comme dire on n'a pas le droit de mettre quelqu'un à mort, donc la peine de mort devrait être illégale, donc la légitime défense devrait être illégale. Bah non, l'euthanasie, ils vont te dire l'euthanasie comme la peine de mort, comme la légitime défense, comme le refus de l'acharnement, parce que c'est une façon aussi d'accélérer, on pourrait s'y opposer, et on y adhère aussi. Et ben ça rentre dans une
ça devient une occurrence acceptable. Euthanasie, ça veut dire mort douce. Et ils vont te dire que si c'est bien contrôlé et si c'est pas victime de trolling ou d'abus, mais moi je pense que les abus ils existeront forcément, mais les gens qui sont pour l'euthanasie peuvent te dire euthanasie, ça veut dire mort douce et ça peut se justifier. Et ils vont dire la preuve, il y a plus de la moitié. S'il y avait je crois un référendum, les gens, ça existerait. Il me semble que 8 personnes sur 10 sont pour. Je suis pas sûr à 100%. Oui, mais je vais t'expliquer sur les référendums parce que moi j'ai étudié ça pour mon bouquin. Les c'est peut-être référendums, faux, je sais pas. Hein, t'as peut-être raison. J'ai pas. Effectivement, quand tu poses la question aux gens, quand l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, pose la question aux gens dans les référendums, seriez-vous favorable à l'euthanasie pour des personnes en grand état de souffrance, tout ça, la majorité répond pour parce que l'ADMD ne mentionne jamais l'alternative des soins palliatifs. Donc la plupart des Français mal informés pensent que l'alternative à l'euthanasie, c'est de laisser les gens crever dans la souffrance. Et donc évidemment qu'ils répondent oui dans certains cas. Ils ont ce dilemme, mais oui. Donc, si jamais tu poses la question en disant « Seriez-vous pour que les médecins puissent désormais tuer leurs patients alors qu'il existe l'alternative des soins palliatifs qui permettent de soulager toute douleur physique et les soigner dans la dignité jusqu'à la mort ?» je pense que la majorité des Français ne répondent pas oui à cette question. Ça dépend comment tu poses la Voilà. question, parce que tu leur dis êtes-vous d'accord pour que le médecin tue son patient ou pour qu'il mette les soins palliatifs qui adoucissent, etc. Mais si tu tournes autrement et que tu dis que les soins palliatifs c'est un truc qui rend légume et qui rend indigne, etc. et que donner la mort, ça, les soins palliatifs. Non, cher ami, je ne suis pas en train de dire qu'il faut garder les gens comme des légumes. Encore une fois, les soins palliatifs, c'est compatible avec le refus des traitements disproportionnés et donc de débrancher les machines et laisser la nature. On en revient où tu mets la barrière de ce qui est disproportionné ou pas. Je peux très bien rationnellement te dire qu'il n'y a rien de disproportionné parce que la vie c'est inaliénable et c'est pas la nature qui doit décider. Parce que ça c'est un truc de Dieu. C'est pas la nature qui doit décider quand elle te reprend entre guillemets, quand elle t'éteint. Et en fait il y a pas de différence de nature entre l'acharnement thérapeutique et les médicaments et une auscultation d'un chirurgien. C'est juste un prolongement. La scission elle est arbitraire et elle est arbitraire parce qu'elle vient d'un côté religieux en fait qu'on n'assume pas mais qui est pas grave, qui est très sain. Non, attends, le refus de l'acharnement thérapeutique c'est pas religieux. C'est dans un chirurgien qui soigne quelqu'un, la Convention européenne des droits de l'homme. L'acharnement. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-vous parler. Je ne suis pas d'accord. Et ça, personne ne te prendra au sérieux si tu dis que le refus de l'acharnement thérapeutique, c'est un truc religieux. Toutes nos institutions laïques sont fondées là-dessus. La Convention européenne des droits de l'homme mentionne le refus de l'acharnement thérapeutique. La loi Leonetti de 2005 aussi. La loi Claes-Leonetti de 2016 aussi. C'est pas des religieux, les mecs. Michel Houellebecq, qui défend ça et qui s'oppose à l'euthanasie, qui dit que l'euthanasie, ça serait déshonorer la civilisation. C'est pas un chrétien intégriste. Hein. C'est pas du tout un chrétien. Il a pas le refus de l'acharnement. Tout le monde. Oui, voilà. Mais donc, c'est pas justement. Le débat sur l'euthanasie n'est pas essentiellement religieux. Il y a plein de personnes non religieuses comme Michel Houellebecq qui s'opposent à l'euthanasie. Faut arrêter de réduire ce débat à religieux. Jean Leonetti, tout ça, c'est pas. Enfin, bref, c'est pas des cathos. Hein. Je suis d'accord. Je te disais qu'on pourrait très bien trouver des segments de rationalité qui pourraient justifier l'acharnement thérapeutique au nom même de la vie. Parce que tu peux très bien avoir en postulat que la vie c'est la dignité inaliénable dans tous les cas de figure, même si tu souffres. Mais si tu n'es pas d'accord avec ça, tu pourrais très bien être d'accord avec l'idée de quelqu'un qui veut partir avant, parce qu'en fait, il va te dire, mais en fait, c'est mon choix, ça te regarde pas, si je suis tétraplégique, etc., etc. Donc, alors, en fait, tu fais quoi d'un mec de 50 ans qui est tétraplégique? Peut-être on va tomber d'accord, hein. Tu fais quoi d'un mec qui est défiguré? Attends, défiguré, tétraplégique, qui connaît plus personne, qui même malgré les soins palliatifs est dans la merde. Il lui reste un bras, donc il peut manger à la cuillère. Tu fais quoi? Alors, t'es OK pour le débrancher, qu'il arrête de se nourrir? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais de ce mec? Alors, si ce gars dit qu'il trouve que les traitements qu'il reçoit dans les soins palliatifs sont disproportionnés et qu'il préfère que la mort arrive et qu'il demande aux médecins de retirer certains traitements, je suis pour que les traitements puissent être retirés. Je pense qu'il a le droit aux soins ordinaires comme l'hydratation et la nutrition. Juste hydratation, nutrition, mais le reste, on peut supprimer. Et s'il en meurt, ben voilà, ce sera une conséquence de sa maladie. Ce sera sa maladie qui l'aura tué. Ça ne sera pas le médecin qui l'aura buté. Oui, mais en gros, tu préfères que, comment dire, donc t'arrêtes les soins, t'arrêtes l'eau et la nourriture. Donc tu lui dis maintenant, soit on va te donner un petit repas. Attends, écoutez. Attends, on maintient l'eau et la nourriture. On maintient. Mais c'est de l'acharnement, ça. Non, l'acharnement thérapeutique, c'est quand les traitements sont disproportionnés. L'eau et la nourriture, c'est pas des traitements, c'est des soins. Il y a une distinction entre les traitements et les soins. Mais non, mais philosophiquement, tu peux dire que quand le mec il est sur un lit d'hôpital, c'est comme un traitement, être perfusé avec une aiguille et qu'on donne de la purée et de l'eau. Ça veut dire, excuse-moi, mais c'est comme un traitement. Dans ce cas-là, c'est pareil. Donc, non, c'est ce qu'on appelle un soin ordinaire.
on distingue un soin ordinaire, les soins ordinaires avec les traitements disproportionnés. Un soin ordinaire, c'est l'oxygène, l'hydratation, parce que si tu donnes pas l'hydratation au mec, il va mourir de soif, donc là, ça serait une euthanasie passive, et l'alimentation. Et donc, moi, je soutiens que Donc tu veux si ça, c'est des l'obliger à soins rester ordinaires, dans l'existence en le nourrissant malgré lui, c'est ça? sauf si le nourrir, ça empire sa condition. Et donc là, on pourrait retirer la Bah, nutrition. Mais bah oui, l'hydratation, oui. mais c'est lui qui décide si ça empire sa condition, étant donné qu'il dit que j'en peux plus. Il te dit j'en peux plus, donc débrancher non, mais les légumes. Débrancher les légumes. Oui, mais ça, débrancher les légumes, débrancher s'il est sous perfusion, des trucs comme ça, évidemment que je suis pour qu'on puisse cesser les traitements disproportionnés. L'arrêt des traitements est autorisé par la loi classique. La nourriture, est-ce que tu es d'accord pour qu'on débranche la nourriture? Si ça empire la condition physique du patient, oui, je suis pour qu'on arrête la nourriture, mais en général, ça ne l'empire pas. Donc, c'est pour ça que, globalement, tu serais plutôt contre, d'accord. Donc en fait, tu es pour qu'on oblige un individu qui ne veut pas à pénétrer son corps avec des objets pour le maintenir en vie, alors que naturellement, il ne serait pas maintenu en vie. Parce que injecter, pénétrer le corps d'un patient avec des objets, c'est pas naturel. Excuse-moi, c'est pas naturel. Si quelqu'un, donc pour moi, là, c'est toi qui as une contradiction. Parce que tu veux qu'on oblige un individu à le nourrir alors que lui, il pourrait même pas manger tout seul, et donc maintenir une personne 50 ans en lui donnant de la purée par intraveineuse, mais c'est horrible. Est-ce que tu es pour obliger les anorexiques à se nourrir à l'hôpital? À l'hôpital, un anorexique, ouais. Enfin, ouais, elle est perfusée. C'est parfois légitime d'empêcher. C'est parfois légitime de forcer des gens, de nourrir des gens de force, même si c'est contre leur volonté. On le fait Oui, pour les bien sûr, anorexiques. mais tu sais très bien qu'un non, mais tu sais très bien qu'un anorexique, il peut. Moi, j'ai eu des copines qui ont été anorexiques et elles ont eu une relation avec moi. Après, maintenant, elles continuent leur vie, etc. Mais un tétraplégique, défiguré, amputé, mais je sais très bien que, peut-être c'est facile. Tu peux me dire, ça peut être facile comme argument, mais une femme anorexique, c'est souvent des jeunes femmes, et un tétraplégique de 50 ans qui a encore 40 ans à vivre si tu le perfuses. Pour moi, c'est un truc digne de Jigsaw, d'un film d'horreur, de l'obliger à pénétrer son corps avec des seringues pour lui donner sa putain de purée, que le mec, il a envie de crever, il dit, c'est ça, c'est là où les gens ne pourront pas être d'accord, et je pense que c'est encore peut-être un truc que vous avez à régler, c'est que ça, c'est juste, même d'y penser, pour moi, c'est de la torture. Pour moi, c'est de la torture, c'est séquestration et torture aggravée pour moi, tu vois. Oui, bon là, t'es dans le pathos. Non, mais c'est vrai. C'est l'appel à l'émotion, là. En fait, ça existe. Ça existe. Ben, oui, mais je sais que ça existe, mais c'est des cas rarissimes qui sont borderline par rapport à ce qu'envisage la loi actuellement. Tu le sais très bien qu'on ne fonde pas une loi sur des cas exceptionnels, mais qu'il faut regarder le cas général, sinon on ne fait plus aucune loi. Les limitations de vitesse, elles sont là pour ça. La limitation de 130, pour les exceptions. Tu es d'accord sur les exceptions dans ce cas-là? Non, sur les exceptions. Alors, ce qui serait chaud à défendre, c'est un soldat sur un champ de bataille qui, là, pour le coup, souffre vraiment et qui demande à ce qu'on l'achève. Là, honnêtement, j'aurais plus du mal à défendre ça philosophiquement. Mais là, dans le cadre de l'hôpital, où toute souffrance physique peut être supprimée, soulagée, là, pour le coup, la personne ne souffre pas ici et on peut effectivement retirer les traitements, je l'ai déjà dit, et que cette personne finisse par en mourir. Et donc, en fait, tu penses qu'il faut, malgré ces cas particuliers qui sont cruels et c'est délicat d'en parler, tu le reconnais, mais tu dis malgré tout, il va y avoir trop d'abus, etc. Donc, il faut que la loi, elle reste la loi. En gros, on le voit, les abus dans les autres pays. Dès qu'on a légalisé l'euthanasie en Belgique, aux États-Unis. Oui, je sais qu'il y en a, je le dis dans ma vidéo, mec, il n'y a aucun problème. Mais donc, en gros, ce que tu dis, c'est que tu reconnais qu'il y a des cas très compliqués, mais malgré tout, tu veux que la loi, elle reste comme ça pour éviter les abus. En gros, c'est à peu près ça, en gros. C'est comme, toi, tu reconnais que parfois, on doit dépasser les 150 à l'heure sur l'autoroute pour aller emmener son enfant à l'hôpital, mais ça ne veut pas dire que la limitation de vitesse, on doit la mettre je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je suis contre. Moi, c'est notamment pour ça que je suis contre, c'est pour les abus, et je te dis, l'égrégore qui incite les gens. Parce que pour moi, changer la loi, c'est créer des esprits dans la tête des gens qui les incitent, qui leur met la pression. Moi, je suis d'accord. Mais donc, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je voterais contre s'il y avait un référendum. Mais dans l'absolu, si toi, dans un cas de figure, dans une expérience de pensée où tu es dans un univers, il n'y a que toi, un individu, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien, c'est une expérience de pensée. Et le mec, soit tu continues à perfuser ses carottes pendant 50 ans, il va être comme ça, en train de souffreteux machin. Ou alors, il te dit, bon, Mathieu, enlève-moi, arrête de déconner. Tu sais très bien que même toi, tu le ferais au fond du fond du fond. Moi, j'enlèverais les traitements qui sont disproportionnés.
Et s'il me le demande, je l'ai Oui, déjà mais dit tu depuis le fais début, exprès, j'enlèverai les tu fais traitements exprès qu'il faut. de pas faire la distinction entre traitement qui va être une énergie médicamenteuse et la nourriture qui en fait se font dans un seul et même traitement au final. Tu sais très bien que ça revient au même parce que ça le maintient en vie. Donc tu peux pas faire la différence vu que c'est l'élément qui maintient la personne en vie au final. Non, parce que dans ces cas-là, tu as, souvent aussi d'autres choses qui maintiennent la personne en vie. C'est-à-dire que si tu continues juste à la nourrir et à l'hydrater, elle est si mal en point qu'elle finit quand même par mourir. En général, c'est pas juste De tristesse? l'alimentation, la nutrition, ça suffit pas. De tristesse? Elle meurt de tristesse? Non, ça c'est purement émotionnel. Je pense pas que la personne meurt de tristesse si elle est bien entourée, si elle sent qu'elle est aimée par sa famille, par le corps médical qui prend soin bien d'elle, dans sa dignité. En fait, les gens sont dans la tristesse aujourd'hui parce qu'ils se sentent délaissés et abandonnés par leur famille. C'est ça qui est triste et il faut œuvrer pour accompagner ces personnes Moi, je suis dans la d'accord. Moi, je charité, suis dans la d'accord. fraternité. Mais je suis d'accord avec toi qu'il ne faut pas que les gens meurent de tristesse et que les soins palliatifs, justement, permettent de remédier à ça parce que le corps médical entoure ses patients justement pour qu'ils ne meurent pas dans la tristesse. Et c'est Mais un devoir aussi pour toute famille d'accompagner les proches pour pas qu'ils meurent dans la tristesse. oui, Ça, mais non, mais moi on est je d'accord. suis d'accord. Mais bon, si on zoome sur un cas de figure particulier, tu veux enlever l'acharnement thérapeutique, laisser perfuser l'alimentation pour la personne et mettre en plus les soins palliatifs pour qu'elle reste dans une sorte de nébuleuse conscientionnelle et existentielle sans trop souffrir, mais qu'elle reste comme ça dans l'existence, quoi. Non, non, pas forcément. Si tu supprimes les traitements et que tu gardes juste l'hydratation et la nutrition, la personne finit par mourir. Et pas dans 50 ans. D'accord, mais elle va, d'accord, mais donc tu lui refuses un minimum. Moi, je m'en fous si ça se passait, hein, parce que moi, dans ma morale, on doit se suicider soi-même quand on peut, mais elle, du Ah ouais? point de vue, du point de vue de son Attends, droit, elle peut, répète ça. elle Tu peut. penses qu'il y a un devoir de se suicider soi-même quand on peut? Non, 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 non. Je pense que au lieu d'emmerder la société avec des lois comme ça, entre guillemets, si t'as des couilles, ça peut être, enfin, on peut être en désaccord avec ce que je dis. Mais je veux dire, va pas emmerder le corps médical et tout. Si tu veux te suicider et que tu es vraiment sûr de toi, fais-le, comme ça a été fait par plein de gens, des philosophes, des auteurs, Oui, mais voilà, ces des gens-là, gens, il ça faut fait les partie de la empêcher. vie. Est-ce que tu es d'accord que est-ce qu'il faut empêcher ces gens-là de se suicider? Mais évidemment, je te parle de quelqu'un qui est tout seul chez lui à 60 balais, qui est au crépuscule de son existence et qui pense, voilà, je dis, c'est un truc entre la conscience, c'est un truc vis-à-vis de la conscience de la personne et de sa conscience elle-même. Ce que je veux dire, c'est que là, c'est pas un truc que je veux pas que les gens meurent, mais je dis, moi, arrêtez de m'emmerder avec l'euthanasie, le suicide assisté. Si vous voulez crever, crevez vous-même. Mais c'est violent pour certaines personnes, ça passe pas. Et je comprends les gens qui peuvent se dire, je veux un minimum de maîtrise sur ma mort, donc je veux que, au lieu de débrancher la moitié de ce qui me maintient en vie pour se donner bonne conscience et dire que je vais mourir, en fait, parce que tu te donnes bonne conscience et tu te dis, ouais, bah ils vont mourir en fait tout seuls. Et moi, moralement, je suis toujours raccord avec mon idéologie parce que j'ai débranché les soins, mais j'ai pas débranché tout, mais il va quand même mourir, etc. Le mec, il a envie de te dire au bout d'un moment, mec, donne-moi ce petit poison, à la rigueur, je me le mets tout seul ou mets-le moi. Enfin, après, il aura peut-être pas les couilles, mais tu chipotes un peu. Le mec peut te dire, moi, si je suis un militant pro-euthanasie, je peux te dire, Mathieu, tu chipotes un peu, quoi. Non, je fais des distinctions, ce qui est la base en philosophie morale. On distingue entre anticiper que quelqu'un va mourir de sa maladie naturellement et donner volontairement la mort. C'est des distinctions basiques Oui, en mais philosophie morale. tu distingues quand ça t'arrange pour ne pas distinguer quand ça t'arrange également. Tu distingues quand ça t'arrange pour te dire, du coup, l'euthanasie, c'est un crime. Alors que quand on zoome excessivement sur des cas particuliers, tu sais très bien que l'empathie, la compassion, l'identification à la personne souffrante fait que c'est pas aussi simple que ton syllogisme de départ. Tu viens d'employer le mot compassion. La Oui, compassion, si on prend sémantiquement, ça veut dire souffrir avec. oui, Compatir, c'est souffrir avec l'autre. C'est pas en butant le mec que tu souffres avec. Souffrir avec quelqu'un, c'est être à ses côtés, oui. l'accompagner jusqu'à ses derniers moments, c'est pas le tuer. On peut pas compatir, souffrir avec quelqu'un que on tue délibérément. Mais, Donc la vraie compassion, c'est les soins d'accord. palliatifs, c'est pas la D'accord, mise à mais mort. la compassion et l'empathie, ou l'empathie si tu veux, je sais pas si c'est la même racine, mais l'empathie c'est se mettre à la place émotionnellement d'une personne, ça veut pas dire qu'on doit prolonger sa souffrance pour continuer à être en empathie avec elle et se sentir revalorisé moralement. Dans ce cas-là, je séquestre Personne quelqu'un chez soutient moi, qu'on doit prolonger je la fais souffrance. souffrir et je suis en compassion avec lui. Non, le but c'est que ça doit mener à une action qui abrège la difficulté existentielle d'une personne si elle l'estime avec tous les barrages qu'on a mis. Bon, après on tourne autour du pot, hein, mais bon. Ouais.
Je pense que c'est pas au médecin de tuer directement son patient et que ça contredit Ah, je les suis finalités d'accord, de la médecine. je t'avais dit en privé, je t'avais dit, moi je suis pour que la personne, à la rigueur, elle ait un bouton pour qu'elle-même le fasse, parce que c'est horrible de dire à quelqu'un d'autre de donner un devoir de tuer. Et je sais que dans les cliniques, les gonzesses qui sont infirmières, elles mettent parce que les meufs, elles sont traumatisables, elles prennent des journées de, tu sais, comment on dit quand on arrête elles posent leur journée quand il y a un euthanasie, parce que les meufs, elles veulent pas voir ça, tu vois. Elles sont pas faites pour tuer, les meufs, elles sont faites pour donner la vie. Et c'est elles qui bossent dans les hôpitaux, donc souvent, c'est, voilà. Donc moi, je suis d'accord avec toi. Oui, donc on est d'accord sur le fait que la finalité de la médecine, c'est d'améliorer la condition du patient, c'est pas de détruire la condition du patient. Moi, je suis d'accord que le but de la médecine, moi personnellement, Jules Simon, machin, je suis d'accord que le but de la médecine, c'est toujours de plutôt encourager la vie. Mais si je me mets à la place d'un mec qui est pour l'euthanasie, je suis pas forcément d'accord avec ça. Et même moi, Jules Simon, personnellement, si avec un proche, etc., dans un cas extrêmement singulier, etc., je pourrais moi-même débrancher la nourriture et l'hydratation d'un proche si vraiment j'étais sûr qu'il veuille que ce soit vraiment sa volonté, et même si ça me fait culpabiliser, je serais honoré de cette culpabilité parce que je l'ai fait pour de bonnes raisons morales, entre guillemets, respecter ce que veut la personne qui peut plus rien faire d'elle-même et machin. Donc voilà, pour finir, je dirais ça. Ok, alors on va peut-être, si vous voulez rajouter un mot pour la conclusion, Mathieu, je te laisse conclure, du coup, c'est Vas-y, chacun son temps de Joseph, parole. tu peux conclure. Je commence? Je conclurai après, ouais. Ok, moi je suis assez satisfait de ce débat. Je pense qu'il n'y a pas. Au fond, on a le même degré de. Enfin, je sais pas si on a vraiment des désaccords si profonds que ça ou si c'est juste des batailles sémantiques ou quoi. Donc voilà, je trouve que Mathieu a un point de vue réfléchi, consciencieux et assez intéressant. Son livre, je ne l'ai pas lu, mais je le lirai avec plaisir. Et j'ai hâte de faire un débat plus tard sur l'enfer, comme on a dit qu'on en ferait un, mais on verra ça pour un autre live. Et merci à toi, Vinky, et merci pour Mathieu pour cet échange. Merci beaucoup. Et à toi, Mathieu, du coup. Ouais, merci beaucoup, c'était intéressant. Moi, j'invite les gens qui s'intéressent à cette question à lire mon bouquin. Moi, je suis toujours prêt à avoir des avis, des retours sur ce que je dis. Moi, je pense que voilà, ça serait un vrai bouleversement du rôle de la médecine si on en venait à légaliser l'euthanasie, ce qui malheureusement est assez probable, hein, compte tenu de ce qui est déjà passé à l'Assemblée cette semaine et ce qui va passer au Sénat à la rentrée. Donc moi, j'invite vraiment les gens à non seulement analyser les arguments de principe qui peuvent exister contre, mais aussi à regarder les dérives aussi qui ont lieu dans les autres pays qui l'ont légalisé. Donc toutes ces informations sont dans le livre. Voilà, merci pour ce débat. Et puis au plaisir de refaire un débat à l'occasion sur d'autres sujets d'éthique ou théologie. Eh ben, merci à vous deux d'avoir pris part à ce débat. Merci. Je peux rajouter un petit truc, Vinky? Oui, bien sûr, vas-y. Pour montrer que je prends en sérieux Monsieur Lavagna, voilà, j'ai ce livre-là chez moi, faut le savoir, je suis quelqu'un de très honnête. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Donc du coup, je vous remercie encore d'avoir pris part à ce débat qui était très intéressant, très bien construit de vos deux côtés. Merci également aux spectateurs qui auront pris le temps de le regarder en intégralité. Et je vous laisse vous abonner aux chaînes respectives de chacun de ces messieurs. Merci à vous et bonne journée. Merci. Merci, salut. Salut.